Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je reviens d'un stage de 5 jours dans Vendée qui a été très enrichissant et très secouant aussi. Donc, c'était vraiment... Donc, je reviens pleine d'énergie, pleine d'envie et surtout d'envie de travailler et d'avancer encore. Voilà, et donc ce soir, je vais vous parler du transgénérationnel. Le transgénérationnel, il y a deux courants, donc le transgénérationnel et la psychogénéalogie. Donc, ce sont deux courants différents qui ne travaillent pas du tout de la même manière et, et, et qui ont des résultats très différents. Voilà. Et bonsoir Sylvie. Et voilà, donc ce soir on va aborder un peu le transgénérationnel, c'est-à-dire c'est la variante utilisée en thérapie brève par rapport à la psychogénéalogie qui est utilisée par les psychogénéalogistes ou les psychothérapeutes qui utilisent la psychogénéalogie. Voilà, pour le langage un peu barbare. Et voilà, bonjour Audrey. Et donc on va un peu regarder comment ça marche en fait, comment ça se fait comment ça se fait qu'on va récupérer des trucs de tel ancêtre ou de tel autre ancêtre qui va faire qu'on va être un peu comme des pantins avec un marionnettiste. Et bonsoir Sylvie, bonsoir Rélange. Voilà, et donc on va regarder un peu comment ça se passe. Et donc en fait, Jung en a parlé il y a déjà très longtemps en disant que on a un inconscient collectif, on a un inconscient familial et un inconscient personnel. Et en fait, il se déverse de l'inconscient collectif. Bonsoir Rélange. Et dans l'inconscient collectif, en fait, il y a toute l'expérience humaine. Et on va dire, il y a quand même des inconscients collectifs par civilisation. On va dire, nous on est tributaire d'un inconscient collectif occidental. Et voilà, donc bien que maintenant les populations se mêlent, donc les inconscients se mêlent aussi. Hein. Donc il faut être assez prudent malgré tout. Donc on va juste parler d'inconscient collectif. Et donc cet inconscient collectif, il renferme toutes les informations que nous avons mis depuis des générations et des générations et des générations en lui. C'est quelque chose qui est impalpable, c'est quelque chose qui est difficile à atteindre, c'est un travail on peut faire un travail sur l'inconscient collectif, mais c'est un travail assez spécifique, voilà. Je voulais surtout, moi, vous parler en fait de l'information, une information qui fait partie d'une famille d'informations va se déverser depuis l'inconscient collectif dans l'inconscient familial selon ce que les gens auront vécu. Par exemple, si on a un grand-père qui a fait la guerre de 14, eh bien, toute la souffrance, on va dire, de tous les poilus de 14, elle s'est déversée à un moment dans l'inconscient collectif, ou en tout cas, elle a nourri cet inconscient collectif. Et elle a, du coup, il s'est stocké en fait des tas de mémoires là-dedans. Et donc, il suffit qu'on soit descendant d'un de ces poilus pour être potentiellement, il faut des règles pour ça, potentiellement, on va être le récipiendaire dans notre... Donc, là, on passe du coup dans l'inconscient familial, c'est-à-dire que ce même poilu qui a beaucoup souffert, qui a peut-être été gazé au gaz moutarde par les Allemands, il a donc, avec tous les autres poilus pendant les 4 années de guerre, ça s'est déversé de façon automatique dans l'inconscient collectif. Et il se trouve que l'un de ces poilus, pardon, c'est notre grand-père. Et il va se trouver qu'on est en lien avec notre grand-père, en particulier ce grand-père-là. On verra après comment on est en lien avec tel ou tel grand-père. Et du coup, on va se retrouver à être porteur de l'histoire de ce grand-père. Et donc tout notre système de survie, système qui est géré par le système nerveux autonome, le cerveau reptilien, tout notre système de survie va faire en sorte qu'on obéisse au système de notre grand-père, qui n'est pas le nôtre, qui est celui du grand-père. Moi, j'ai un grand-père, mon grand-père maternel, il a fait donc 14-18. Il a subi toutes sortes de choses pendant la guerre, notamment le gaz moutarde, tout ça. Il a développé un cancer de l'hypophyse. Et moi, je suis pas en lien en fait transgénérationnel avec lui, mais je suis en lien avec des personnes qui sont proches de lui et qui ont souffert du fait qu'il ait été malade
toute sa vie à cause de ça, et qu'il soit mort, plutôt jeune, 45 ans à peu près, qu'il soit mort des suites de ça. Et du coup, moi, quand j'ai eu 24 ans, c'est-à-dire l'âge qu'il avait quand il est allé à la guerre de 14, eh bien j'ai développé, moi, une maladie du même organe que lui. Et pour être sûre de ne pas être malade comme lui, parce que lui, il en est mort, eh bien moi, j'ai grillé cet organe. Je l'ai complètement nécrosé, ce qui a permis de... Ben oui, du coup, et oui, quand on fait des collages thérapeutiques, ça sort de façon spontanée et intuitive. Oui. Donc en fait, lui, il est mort d'un cancer de l'hypophyse. Et moi, à 24 ans, quand j'ai mis au monde ma fille aînée, eh bien, j'ai grillé mon hypophyse. Et comme ça, j'étais sûre de ne pas développer de maladie du même genre que celle de mon grand-père et de ne pas en mourir. Vous voyez comme quoi j'étais complètement coincée par ce qu'on appelle donc le lien transgénérationnel, on appelle ça la loyauté familiale invisible. Et même si, bon, je ne l'ai jamais connu, ce grand-père, moi je suis née en 60, lui il est mort en 44. Donc il a été malade, il a exercé peut-être, quand il est revenu de la guerre, il a dû exercer à peu près jusqu'à 30, peut-être jusqu'à 34, et à partir de là, il est tombé malade. Et ma grand-mère s'en est beaucoup occupée, tout ça. C'était ma grand-mère chérie, celle qui me donnait beaucoup d'affection. Voilà, et donc en fait, sa souffrance d'être une femme à devoir gérer un mari malade, ainsi que l'amour qu'elle m'a donné, et tout ça, ça a créé une filiation affective pathologique qui fait que moi, j'ai récupéré le truc et donc j'ai fait péter mon hypophyse. C'était la meilleure solution. Donc, j'ai fait un petit schéma. J'ai soigné mes dessins cette fois-ci. Hein. Voilà. Donc, vous l'avez sans doute à l'envers, effectivement. Donc, vous avez en haut l'inconscient collectif. Vous avez la bassine d'en dessous, c'est l'inconscient familial. Et ça se déverse dans notre inconscient personnel. Bon, je mettrai les lettres en blanc la prochaine fois. Voilà. Donc, ça, c'est le process de comment une information qui s'est déversée dans l'inconscient collectif et qui appartient à quelqu'un de notre lignée va venir sur nous en fait. Ça va être en fait, c'est comme un virus informatique en fait. Hein, c'est un truc dont on n'a pas envie, qu'on veut pas. C'est un troyen. Je sais pas si que les virus, on appelait ça il y a longtemps des virus troyens. C'est-à-dire c'est des gens c'est des virus qui utilisent votre système pour le bloquer. Donc un lien transgénérationnel, c'est un virus troyen, c'est un virus informatique troyen. Et alors comment ça se passe? Alors comment on arrive à savoir de qui on tient une problématique et ainsi de suite, hein? Comment va se faire le lien? Pourquoi telle personne va être sensible à telle autre personne dans son arbre? Eh bien c'est à partir de la loi des fratries. Cette loi des fratries, la voilà, j'espère que vous allez la voir. C'est la même chose que sur votre cadran de votre cadran téléphonique, hein. Donc le 1, le 4, le 7, c'est la même famille, c'est la même énergie au niveau des enfants, ce sont des chefs de clan. Ensuite, vous avez le 2, le 5, le 8, eux, leur qualité particulière, c'est l'écoute et le discernement. Et puis, vous avez le 3, le 6, le 9, qui, eux, sont des électrons libres. Voilà. Je vous le remontrerai si besoin. Voilà, donc, c'est organisé comme ça. Donc, ça veut dire que les chefs de clan, si on parle rien que d'eux, le fait 60... Alors Sylvie, oui, ça peut tout à fait libérer la mémoire. Après, c'est à vérifier en toi. Hein, tu peux le sentir en toi si c'est complètement libéré ou pas. Alors, voilà, je prends juste l'exemple des chefs de clan. Donc, le 1, le 4 et le 7. Hein, sur votre téléphone, ils sont alignés. Donc, c'est facile de s'en souvenir et de se repérer avec ça. Eh bien, on va avoir tendance à être sensible aux autres. Quand on est un 1, un 4 ou un 7, on va être sensible aux autres 1, aux autres 4 et aux autres 7 parce qu'on vibre. On a une forme on est le même genre de personne. Alors, c'est réducteur de dire ça, j'entends. Hein, mais en fait, on est des chefs de clan. Ça veut dire on a des capacités de leader. Tous les leaders ne se ressemblent pas et Dieu merci. Mais on va dire on a tous dans notre boîte à outils existentielle la même catégorie d'outils. Et du coup, on va s'en servir aussi pour ce 1, ce 4, ce 7, on va les retrouver dans notre arbre. À savoir que dans un arbre, quand on dessine un arbre généalogique, eh bien le père sera toujours le 1,
La mère sera toujours 2, le grand-père paternel sera toujours 3, la grand-mère paternelle sera toujours 4, le grand-père maternel sera toujours 5 et la grand-mère maternelle sera toujours 6. Ça, c'est une découverte qui a été faite il y a très longtemps par Anne-Ancelin Schutzenberger, qui a donc découvert la psychogénéalogie. Et comment elle l'a découvert? Elle l'a découvert parce qu'en fait, après justement la Deuxième Guerre mondiale et justement après la Shoah, quand beaucoup de Juifs ont pu prendre ce fameux bateau, l'Exodus, pour aller vivre en Israël et ils se sont installés là-bas, eh bien, les survivants de la Shoah avaient tendance à ne pas témoigner à ce sujet. Ils restaient assez secrets, très discrets sur ce qu'ils avaient vécu. Ils voulaient oublier, en fait. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne disaient rien. Donc, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Leurs enfants se sont mariés, ont eu des enfants. Et donc, les petits-enfants des survivants se retrouvaient à faire des cauchemars dans lesquels ils voyaient absolument exactement ce que leurs grands-parents avaient vécu. Donc, vous voyez comment ça passe là au niveau du transgénérationnel? C'est un truc de dingue, quoi. Et c'est comme ça. Et donc, Anne-Ancelin Schutzenberger, qui est décédée là depuis peu, je pense, quelques mois, elle s'est rendue compte en fait que les petits-enfants, eh bien, ils étaient récipiendaires de cette mémoire-là. Et du coup, ça lui a permis de comprendre. Alors après, selon l'ordre de la fratrie, si c'était l'aîné, le second, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième enfant, hein, eh bien, eh bien, il était plutôt récipiendaire de telle ou telle personne dans l'arbre, et ainsi de suite. Par exemple, l'aîné, on pourrait dire, si on devait comparer ses héritages à un livre de 1000 pages, eh bien, l'aîné, par exemple, le numéro 1 de la fratrie, il va avoir 500 pages de son père. Et il va avoir peut-être 200 pages de sa grand-mère paternelle. Puis, il va avoir peut-être 100 pages de son grand-père paternel, et ainsi de suite. Et donc, ce livre, en fait, à chaque génération, on ne les additionne pas. Hein, donc, ça veut dire que chaque fois, plus on va monter dans l'arbre, à chaque génération, on aura de moins en moins de pages des uns et des autres. Hein, parce qu'un arbre, il est autant exponentiel en allant vers les ascendants qu'en allant vers les descendants. Ce qui est intéressant, c'est que ça passe par vous à un moment donné. Et à savoir que donc vous avez des parents, vous avez 4 grands-parents, vous avez 8 arrière-grands-parents, vous avez des enfants qui auront des enfants, qui auront même des enfants, et ainsi de suite. Et donc c'est exponentiel dans les deux sens, qu'on pourrait dire c'est comme un sablier. Et donc cette numérotation d'un arbre, donc je vous en ai fait un là, j'espère que vous allez le voir. Donc évidemment ça se met toujours à l'envers ce truc-là. Donc là je vous ai mis le premier enfant, les liens du premier enfant en bleu, vous voyez le premier. Il est en lien avec son père, il est en lien avec sa grand-mère maternelle. Donc les triangles, ce sont les hommes, les ronds, ce sont les femmes. Donc le numéro 1, là, c'est le premier enfant. Et le numéro 1 ici, c'est son père. Là, c'est la grand-mère paternelle. Ensuite, il va être en lien avec son arrière-grand-père paternel. D'accord? Par exemple, si on prend le numéro 2, ce sont les traits verts. Lui, il va être en lien avec sa mère. Il va être en lien avec son grand-père maternel et ainsi de suite, vous voyez. Et puis il va être en lien avec une arrière-grand-mère paternelle. Vous voyez, le numéro 1, il a beaucoup de liens avec la lignée paternelle. Le numéro 2, il a beaucoup de liens avec la lignée maternelle. Et le numéro 3, il est bien réparti. Il a en gros, si on va jusqu'aux arrière-grands-parents, il a 2 liens dans sa lignée maternelle et 2 liens dans sa lignée paternelle. Vous voyez, c'est les traits rouges, le numéro 3. D'accord? Voilà. Et c'est comme ça que, par exemple, si votre grand-père, si vous êtes numéro 1 et que votre grand-père, que votre grand-père, par exemple, est mort à la guerre en laissant votre grand-mère veuve et que votre grand-mère, elle a beaucoup souffert de la mort de son mari, ce qui est classique, eh bien, si vous, en tant que 1, vous êtes en lien avec votre grand-mère paternelle, vous allez hériter d'un système qui va être celui qu'elle aura mis en place inconsciemment, à savoir que par rapport à sa souffrance, tout son système de survie va mettre en place un système de survie encore supérieur par rapport à sa douleur. Et on va hériter de ce système-là. D'accord? Et ça, ça se fait en automatique. Et si on ne va pas y regarder, et si on ne va pas traiter ça,
eh bien ça nous pilote comme un marionnettiste, c'est-à-dire on pourrait penser qu'on est relié par des fils qui nous manipulent à notre insu. Et donc c'est pas une manipulation consciente, hein, c'est un système automatique de notre cerveau de survie en lien avec notre arbre généalogique et aux ancêtres, enfin aux membres de l'arbre avec qui on est en lien en particulier. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir hériter par exemple? Alors je vous ai fait deux exemples. Je vous ai fait l'exemple de l'alcoolisme par exemple, à savoir que on peut avoir par exemple deux personnes qui vont se rencontrer et qui vont avoir toutes les deux une mémoire d'alcoolisme, parce que ça aussi ça va jouer, à savoir que redire l'auteur, le livre. Alors Anne Schussenberger pour Cécile, et le livre c'est Aïe mes aïeux. Mais quand c'est une fratrie de plus de 10 enfants, et on continue, parce que donc si je reprends, alors je reprends juste à Urilange. Regarde, moi mon système de fratrie il va jusqu'à 9, mais rien n'empêche de le continuer, donc de le mettre 10 sous le 7, 11 sous le 8, 12 sous le 9, et ainsi de suite, et on peut remonter beaucoup. À cela, il faut rajouter les fausses couches et les IVG, qui comptent parce que ce sont des œufs. En fait, il faut compter tous les œufs fécondés et tous les enfants morts ou vivants. D'accord? Donc, par exemple, on peut avoir, donc je reprends mon exemple sur l'alcoolisme, on va avoir donc un ancêtre qui a beaucoup aimé boire de l'alcool et de façon déraisonnable. Eh bien, il peut très bien, si on est en lien avec cet ancêtre-là, qui peut être un arrière-grand-père par exemple, eh bien, on va hériter du fait que l'alcool, ça va être une solution, puisque pour lui, ça a été une solution. L'alcool, c'est toujours une solution pour supporter une souffrance ou une autre. Eh bien, celui qui va être héritier de cette histoire-là, il va avoir tendance donc à aller chercher l'alcool pour se soulager en fait. Et en fait, toutes les béquilles, hein, que ce soit le chocolat, l'alcool, la drogue, la bouffe, la cigarette, ça sert uniquement à aller contacter la zone du soulagement dans le cerveau. Et c'est dommage. Bon, voilà, donc il ne faut pas condamner. En plus, on a découvert il y a déjà pas mal d'années un gène de l'alcoolisme. Donc c'est vraiment une vraie maladie, ça se déprogramme. Mais alors on va avoir par exemple donc celui qui va par exemple hériter de cette mémoire-là, qui lui par contre ne va pas aller chercher l'alcool pour se soulager, eh bien il aura tendance par exemple à rencontrer quelqu'un qui a aussi une mémoire d'alcoolisme ou qui boit déjà. Et leur enfant sera lui aussi le receveur de toutes ces informations et ainsi de suite. Donc l'intérêt du transgénérationnel et de mettre ça au jour, c'est d'aller traiter la cause la plus originelle en fait, la première cause si on peut. Et voilà. Et par exemple, on a quelque chose qui est très amusant, c'est... enfin, amusant, oui et non. Je ne sais pas si vous avez tous plus ou moins des notions d'histoire, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait comme pub à une époque celle-ci. Vous pouvez le faire en anglais. We can do it. Et en fait, c'était une publicité qui était faite notamment pour que les femmes aillent, donc là elle a un look des années 40-45, et c'était pour que les femmes aillent remplacer leur mari qui était mobilisé au front pour aller faire des obus, ou les remplacer à la ferme, ou les remplacer à leur usine de fabrication de toutes sortes. Ça a commencé en 14-18 quand il a fallu, quand tellement d'hommes sont partis au front et surtout tellement sont morts, et d'autres sont revenus complètement déglingués. Et bien ces femmes-là, pendant que leur mari était au front, elles ont découvert qu'elles étaient tout à fait capables. Souvent, elles avaient été élevées dans l'idée qu'elles étaient inférieures aux hommes. Et là, elles découvrent qu'elles ont la force physique, qu'elles ont les compétences, qu'elles ont l'intelligence et qu'elles peuvent tout à fait faire un travail d'homme. Et quand leur homme rentre, complètement démoli moralement, souvent démoli physiquement, eh bien, il va s'installer un rapport de force inversé. Et ce rapport de force, eh bien, ça va générer donc un stress qui va être déversé dans l'inconscient familial, et celui qui sera en lien avec ces deux-là va récupérer ça.
Et par exemple, on va retrouver donc dans la descendance des femmes qui vont porter la culotte, on disait ça, ou des femmes potomitans, des femmes qui tiennent la famille vraiment, ben parce qu'elles ont reçu le message que, que ça fonctionnait très bien pour les grands-parents, donc c'est une bonne solution, on va la refaire. Et ça, c'est encore le cerveau reptilien, les systèmes de survie qui infligent ça. Et donc aujourd'hui, on va avoir quoi dans le couple? On va avoir des femmes, alors pas que évidemment, hein, c'est réducteur, mais on va avoir tendance à se retrouver avec ce schéma-là, donc des femmes un petit peu dominatrices, avec des hommes qui ne prennent plus du tout leurs responsabilités aujourd'hui. Parce que ce qui se passe à l'étape d'avant, là ici, c'est que dans les années, au moment de mai 68 et de la libération sexuelle, eh bien les femmes, elles ont découvert qu'elles avaient accès au plaisir sexuel, elles ont aussi découvert ce moment un peu d'égalité avec les hommes. Et bonsoir Sabine. Et du coup, elles ont, pour certaines, elles ont, pas grave Sabine, tu verras le début en replay. Et bien ces femmes-là, après, ben, elles ont voulu, comment dire, être maîtres de leur corps, et avec raison. Et puis il y a eu le grand mouvement MLF, le mouvement de libération des femmes, et donc des féministes. Alors évidemment, c'était pas une génération spontanée, hein. Dans les guerres précédentes, et puis même depuis le début du siècle, la fin du siècle précédent, on a eu des suffragettes, on a eu des mouvements de femmes, on a eu, ce qui a permis quand même que petit à petit, on arrive à avoir le droit de vote. Enfin, pour mémoire, je vous rappelle quand même que c'est que depuis 1965 qu'on a le droit d'avoir un compte en banque et un chéquier. Et encore avec la permission de son mari. Et voilà, donc ces femmes-là, en fait, enfin, notamment le mouvement féministe un peu pur et dur, en voulant tuer le patriarcat, a tué aussi l'image du père. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup d'hommes, et moi je les ai en cabinet parce que j'accompagne notamment les hommes, des hommes qui savent plus, ils savent pas où ils ont mal, ils savent pas, ils ont pas de modèle paternel fort, et ils sont complètement paumés, hein. Et je parle là des 35-50 ans, hein. Les plus âgés, ils ont encore quelques bases, ils ont encore quelques notions, et ils ont eu des vrais pères, enfin ils ont eu des pères, quelquefois des pères trop durs et excessifs, mais ils ont eu quand même des images paternelles assez masculines. Et en fait, donc c'est là qu'on voit vraiment la femme de la guerre de 14 qui doit aller faire des obus à l'usine, son mari qui rentre quand il rentre, qui est complètement démoli moralement, physiquement. Du coup, la femme prend le pouvoir dans son couple. Du coup, la descendance, on va retrouver cette descendance à la guerre de 39-45, où on va avoir de nouveau les femmes qui partent dans les usines fabriquer les armes, reprendre la ferme, reprendre l'entreprise du mari, ou simplement le job du mari. Et on va retrouver donc après mai 68 avec cette inversion. Alors je sais bien, aujourd'hui c'est la journée du droit des femmes et on a encore beaucoup de boulot dans le monde du travail, mais ces revendications ont complètement envahi la sphère privée et de façon totalement disproportionnelle. En tout cas, dans ce que je peux observer dans les personnes que j'accompagne, je vois une grande disproportion. Ça me désole. Parce que du coup les femmes se retrouvent à être en polarité masculine assez forte, comme on dit, elles ont leur animus très très fort, et les hommes sont perdus, et du coup le partenariat n'a plus lieu, et je trouve c'est tellement triste. Il pourrait y avoir une telle complémentarité, un tel partenariat entre deux personnes qui s'aiment, que c'est vraiment dommage. Bref, voilà. Et vous voyez donc tout ce continuum, les deux guerres avec les femmes qui partent au travail, mai 68, la loi Veil sur l'IVG, qui est une très très bonne loi, moi je suis pour ça. On a le droit de décider pour nous-mêmes, mais en même temps, en maîtrisant la contraception, et je le redis, c'est juste de le faire, et bien quelque part, on a viré l'homme de l'équation. C'est-à-dire que moi, j'entends des hommes en cabinet qui disent, voilà, ma compagne, elle a avorté, elle m'a pas dit qu'elle était enceinte, elle m'a pas dit qu'elle avait fait ce choix d'avorter, et ils sont très tristes, ils n'arrivent pas à faire le deuil de cet enfant-là. Donc vous voyez les conséquences comme ça, de génération en génération, il y a un effet un peu ricochet qui se fait, et donc c'est vachement intéressant d'aller libérer assez haut dans l'arbre, parce que plus on libère haut dans l'arbre généalogique, plus on va avoir un grand effet libératoire. Voilà. Donc, vous voyez, que ce soit des histoires d'alcool, que ce soit des histoires d'argent et d'héritage, que ce soit des histoires de répartition de la dominance dans le couple,
quelle que soit la chose héritée dans notre inconscient familial, depuis l'inconscient collectif, eh bien, selon notre lien, si on est l'aîné, ben, on va hériter de notre père, on va hériter de notre grand-mère paternelle, on va hériter de notre arrière-grand-père paternel, eh ben, on va hériter les systèmes qu'ils ont mis en place par rapport à ce qu'ils ont vécu. Alors, par exemple, si par exemple je cherche un exemple là. Ben, par exemple, un petit garçon qui n'écrivait pas à l'école, et pourtant il était très intelligent, mais il n'écrivait pas, hein. Il était, je crois, en CP ou CE1, et non, en CP, parce que son passage en CE1 était remis en question, et quand il était chez lui, il faisait des maquettes d'aéronautique, des hélicos, des avions, des trucs hyper complexes. Et puis, bon, une fois qu'il a passé tous les examens nécessaires pour que les instituts comprennent qu'il était tout à fait normal, eh bien, on l'a amené à un professionnel comme moi. Et qu'est-ce qu'on regarde quand on voit son arbre généalogique, en fait? Il est le fils aîné de son père, qui est lui-même le fils aîné, qui est donc sur l'énergie de son propre père. Donc là, l'enfant n'est pas en lien transiger avec son grand-père, ça transite par son père. C'est important de la nuance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, cet homme-là, le grand-père, donc ce jeune garçon dont je vous parle, c'est quelque chose qui a eu lieu il y a plus de 20 ans. Donc, maintenant, c'est un homme qui doit avoir une trentaine, peut-être pas 28 ou 29 ans maintenant. Et donc, ce gars, donc, ce gamin, donc, qui n'écrivait pas, qui faisait des maquettes. Sylvie, l'héritage, il se fait pour chacun, personne n'y coupe. Ben oui, parce qu'en fait, c'est comme un déversoir, en fait, hein, et chacun va prendre ce qui le concerne par rapport à son numéro de fratrie. Et ça n'est que par rapport à la loi des fratries. Si on rajoute les prénoms, les dates de décès, les dates de naissance, on croise encore plus les difficultés. Et oui, donc, donc le père de son père avait donc, à la dernière guerre, perdu son avant-bras droit. Et il était droitier. Ça a son importance, hein. Donc il n'a pas pu écrire, il a dû se débrouiller avec sa main gauche comme il a pu. Et on apprend que cet homme-là, eh bien, il voulait être ingénieur aéronautique. Et en fait, ce garçon-là, par loyauté familiale invisible, donc qui est le fameux fil rouge par lequel on attrape les problématiques, du moins par lesquelles on accepte de les vivre, eh bien, par loyauté à ce grand-père, par l'intermédiaire de son père, parce qu'en fait, il avait reçu la souffrance de son père, que son propre père soit amputé, soit diminué et n'ait pas pu vivre ce qu'il voulait vivre. Vous imaginez cet homme-là, la frustration qu'il a dû vivre quand il est rentré chez lui de la guerre, amputé, diminué, ne pouvant plus faire ce qu'il voulait, ne pouvant pas faire les études qu'il voulait, sans compter certainement le préjudice psychologique de la guerre. Eh bien, le fils de ce gars-là qui est amputé, il a vécu toute la souffrance de son père. Et quand il a eu un fils, son aîné, qui est en lien direct avec lui, hein, le 1 est en lien avec le père, eh bien directement, l'enfant, il a récupéré la souffrance de son père, d'avoir vu son propre père être dépressif, déprimé, frustré terriblement. Et donc, alors la loyauté familiale invisible, c'est comme si on rendait un hommage sans savoir qu'on rendait un hommage. Hein. Et souvent les enfants, ils expriment comme ça des secrets de famille. Et donc du coup, pour être comment dire, ok par rapport à ce grand-père, ben, il s'interdisait d'écrire, mais il faisait des maquettes d'avions. Et donc on a travaillé sur donc ce qui se passait au niveau du grand-père. On a fait tout travailler sur les techniques de transgénérationnel. C'est pas le lieu d'en parler là, ce serait un vrai cours sinon, et ce serait absolument boring. Et donc, quand on a fait ce travail-là, ben, l'enfant s'est mis à écrire et il s'est mis à avoir une scolarité tout à fait normale. Et ce qui est intéressant, c'est le prénom de l'enfant. Le prénom de l'enfant, c'était Barnabé. Et Barnabé, en hébreu, ça veut dire la consolation du père. Ça veut dire que le fils du père amputé, et quand il a fait son fils, il l'a fait pour consoler son propre père, quelque part. C'est un désir inconscient, évidemment. Hein. Il n'a pas fait un garçon pour faire plaisir à son propre père. Mais
quelque part avec le nom, c'est comme s'il voulait consoler son propre père. Donc vous voyez, il y avait la double charge, l'héritage plus le prénom. Donc c'est, ouais, tu peux dire My God Sylvie, hein, ouais. Mais alors par contre, quand on commence à nettoyer, à libérer tout ce bazar-là, l'énergie qu'on gagne, la liberté intérieure qu'on gagne, et surtout on découvre qui on est vraiment, parce que tant qu'on est piloté par ce bazar-là, eh ben on ne sait pas qui on est en fait, parce qu'on obéit à des systèmes. Alors dans le transgénérationnel, il y a aussi des croyances de dingue, genre un garçon ça pleure pas. C'est une des plus vieilles croyances au monde, ça, un garçon ça pleure pas. Dans le transgénérationnel, on va retrouver par exemple aussi tous les changements de religion. Hein, moi, dans ma famille, on a 3 changements de religion. 3 changements de religion. Mon père, il est né catholique, il s'est converti au protestantisme. Donc nous, on est né dans le protestantisme. Et moi, je suis complètement sortie de ça. Je sais même pas ce que je suis en fait. Je vais dire animiste. Je vais dire animiste, ce sera le plus proche en fait. Et voilà. Et donc, vous voyez, donc il y a déni de culte de mon père par rapport à son héritage. Il y a déni de culte de ma part vis-à-vis de la religion de mes parents. Et on va retrouver aussi toutes les grandes névroses sociales, toutes les problématiques liées à l'argent, que ce soit les héritages, que ce soit... Il y a un truc qui est très intéressant dans le transgénérationnel, ça se fait sur 5 générations. La première génération va quitter la pauvreté. La deuxième génération commence à aller vers la richesse. La troisième génération va gérer la richesse. La quatrième va la dilapider. Et la 5e génération recommence à quitter la pauvreté pour aller vers la richesse. Et ainsi de suite. Et tant qu'on ne met pas de conscience là-dedans, eh bien ça revient. Et là, je vous repartage cette phrase que vraiment dont je me sers beaucoup, c'est de Jung. Tout ce qui ne parvient pas à la conscience revient sous forme de destin. Et je trouve qu'elle est tellement juste et tellement forte. Et donc, le job dans le transgénérationnel, c'est de faire monter à la conscience et de libérer. Alors, je suis allée chercher les non-dits que je sentais intuitivement. C'était devenu insupportable. Tu vois comme l'intuition est forte et pousse très fort. Ma mère m'a avoué à plus de 80 ans des choses qu'elle n'avait jamais dites. Et oui, ben oui, c'est super ça. Ça, c'est très bien qu'elle te les ait avouées, parce qu'il y a des gens qui meurent avec leurs secrets. Alors après, on peut retrouver d'une autre manière. Moi, le dernier week-end de formation que j'ai donné, c'était justement sur le transgénérationnel, et je leur ai fait faire 2 séries d'exercices à l'aveugle. C'est-à-dire, on met des étiquettes au sol, on met le père, la mère, on met une étiquette qui nous représente soi, et puis on met le père, la mère, et on voit sur quelle étiquette on a un ressenti un peu fort. Si par exemple c'est sur le père, on va mettre les parents du père, on va tester les 2, et ainsi de suite, on va remonter une lignée. Alors oui, j'ai fait ça aussi, et comprendre pourquoi j'avais tellement de mal à prendre ma place en tant que femme. Et oui, Cécile, bien sûr, surtout la femme que tu veux être, toi, qui n'est pas forcément le modèle maternel ni grand maternel. Et voyez, donc on a fait un exercice en aveugle, c'est-à-dire sans objectif et sans forcément avoir d'infos concrètes, parce que sur certaines personnes, on a travaillé sur 6 générations, donc à ce niveau-là, c'est rare d'avoir des infos. Et c'est incroyable que rien qu'avec le ressenti, il est ressorti des secrets de famille, des découvertes totales. Par exemple, pour une, c'était une grande sœur qui s'est avérée être la vraie mère et pas la grande sœur. Pour une autre, c'était une femme mariée, la 6e, donc c'est la trisaïeule, si je ne me trompe pas. Donc la trisaïeule, le ressenti physique d'être battue et violée, et pas du tout protégée par le mari du coup. Oui, les constellations, c'est hyper fort. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais des constellations aussi, et j'en ai développé qui sont ce qu'on appelle des constellations de chakras que j'ai créées pour un travail particulier. Alors Nancy, je te fais un coucou au passage. Mes parents sont morts, les leurs aussi, donc impossible de chercher le moins de témoignages qui arrêterait avancer à comprendre. Mais on peut travailler en aveugle complet, justement sans info, en travaillant uniquement au ressenti, ça c'est pas un souci, il y a plein de possibilités différentes. Je leur ai fait faire aussi un travail sur
sur le remords, le regret et la culpabilité qui pour moi est liée au transgénérationnel. Et ça a été assez époustouflant de voir qu'il y a tellement de culpabilité qu'on porte qui ne sont pas les nôtres en fait. Et quand on s'en libère, il y a de la joie qui revient, il y a du pétillement, il y a une énergie de dingue. Et ça, c'est juste waouh, quoi. Voilà. Et il y aurait des tas de choses à dire, évidemment. Hein, toutes sortes d'arbres. Alors, évidemment, on va aussi développer des maladies, hein, selon notre héritage transgénérationnel. Hein. Je me souviens d'une petite fille. Elle était suivie par mon prof de décodage biologique à l'époque. J'étais en formation et elle était venue, une toute petite fille, et elle avait recommencé à grandir. Elle avait une hypothyroïdie de Hashimoto. Et en fait, dans son histoire, sa maman avait un petit frère qui aurait presque pu être son fils, tellement il y avait un grand écart d'âge. Et cet enfant, en fait, en faisant du vélo, il avait eu un accident parce qu'un camion avait roulé beaucoup trop vite. Et du coup, l'enfant était tombé. Et c'est quelque chose d'horrible, hein, mais le camion a roulé sur la tête de l'enfant. Et bien, toute cette histoire-là, le stress que cette femme d'avoir perdu son petit frère avait vécu, eh bien, ah ben je t'en prie Nancy, c'est avec plaisir. Eh bien, ça avait engrammé dans la tête de cette femme, donc la grande sœur, trop grand et trop vite, c'est la mort. C'est-à-dire que si l'enfant, il faut comprendre que notre cerveau archaïque, il fonctionne de façon complètement radicale, je dirais. Par exemple, ce que son cerveau archaïque à elle avait retenu, c'est que si son petit frère avait fait une tête de moins, eh bien, il serait vivant, puisque c'est la tête de l'enfant qui a été écrasée. Et que si le camion était allé moins vite, eh bien, son petit frère serait vivant. Donc on voit, s'il avait été plus petit d'une tête et si c'était allé moins vite, l'enfant serait vivant. Et donc c'est avec ce programme-là qu'elle attend sa fille. Et c'est exactement le programme de Hashimoto, puisque bonsoir Estelle, puisque le Hashimoto, donc ça touche la thyroïde, et les fonctions de la thyroïde, en dehors d'être le sous-chef des hormones, puisque c'est en dessous de l'hypophyse, eh bien c'est en gros, hein, vraiment je grossis le trait, c'est le frein et l'accélérateur. Donc là, si le camion avait freiné et si l'enfant avait été un peu plus petit, il serait toujours vivant. Et du coup, cette petite fille, eh ben, elle était lente et elle était plus petite, elle n'arrivait pas à grandir. Hein, Hashimoto, alors, il y a pas mal de gens qui le développent vers la trentaine, mais quand on l'a enfant, eh ben, c'est presque une cause, pas de nanisme, mais parce qu'il n'y a pas de déformation des membres, mais de très petite taille en fait. Et c'est vraiment bluffant, hein. C'est vraiment bluffant de voir à quel point on peut être prisonnier de systèmes que notre cerveau met en place liés à des ressentis qu'on a eus, souvent dramatiques. Voilà. Et par exemple, je connais une famille où dans le transgénérationnel, et ben, pendant la Seconde Guerre, il y a eu quelqu'un qui a été du côté des Allemands qui a fait des choses pas bien belles. Et bien, les petits-enfants, eux, se sont convertis au judaïsme et ils ont fait plein d'enfants. Et comme s'ils réparaient ce qu'avait fait l'ancêtre en remplaçant les juifs qui avaient été dénoncés, par exemple. Vous voyez comment ça fonctionne? Les réparations transgénérationnelles, c'est fou, quoi. Et vraiment, moi, je me rends compte à quel point ça nous rend prisonniers. Et quand on libère, par contre, alors garder les bonnes choses, c'est super, il faut les garder. Et vraiment de se libérer de tout ce qui nous coince, c'est tellement génial. Moi, je vois tellement de gens... Par exemple, des gens qui viennent et qui me disent « Mais pourquoi je rencontre toujours le même genre de femme ?» Ou « Pourquoi je rencontre toujours le même genre d'homme ?» Eh bien, on cherche dans l'arbre. Parce que c'est souvent dans l'arbre qu'il y a la réponse. Alors d'abord,
dans nos attirances complètement inconscientes, et ben on prend soit le même que son père, soit l'opposé de son père si notre père ne nous a pas convenu. Moi, j'ai pris l'opposé de mon père, par exemple. On va faire pareil vis-à-vis de sa mère. Alors, comment on peut s'en libérer, Estelle? Eh bien, on fait une thérapie transgénérationnelle avec moi. Voilà, c'était la minute pub. Ça, c'était pour rire. Donc, en fait, oui, il y a des techniques pour s'en libérer, Estelle, qui sont très efficaces, en fait. Et voilà, donc j'ai perdu mon fil. Ah oui, donc pourquoi alors ce double au fait qu'on va prendre le même ou l'opposé de notre parent, du sexe opposé, eh bien, va faire en plus que on va avoir un modèle, une sorte de prérequis dans l'arbre qui fait que tel type de femme, ça fait de beaux enfants et tel type d'homme, ça fait de beaux enfants. Vous voyez? Imaginez par exemple que ce soit l'arrière-grand-père qui installait inconsciemment le modèle du bon reproducteur, du bon géniteur. Vous allez avoir tendance, malgré le fait que vous allez vouloir prendre l'opposé de votre père, à quand même prendre quelqu'un qui a le gabarit physique de votre arrière-grand-père, même si vous ne l'avez jamais connu. Donc ça pourrit pas mal les relations de couple, en fait, la vie amoureuse. Donc si vous vous rendez compte que si vous vous libérez et du modèle paternel et du modèle transgénérationnel, alors vous êtes libre de choisir un compagnon ou une compagne qui vous convient vraiment, avec qui on peut avoir un vrai partenariat. Et je réfléchis à d'autres exemples. Ah oui, dans le transgénérationnel, c'est intéressant. Ah oui, là c'est un cas, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le dernier live que je vous ai fait sur les traumas, j'ai évoqué la période la période sur qui se passe avant la conception, la gestation et les premiers mois d'existence. Et j'avais évoqué, je crois, le cas d'enfants dyslexiques. Je ne sais pas si je l'ai évoqué à ce moment-là. En tout cas, je vous le redis. Donc, j'ai suivi à une époque un frère et une sœur dyslexiques. Et donc, dans le projet Sens, il y avait eu pour la fille, il y avait les parents avaient reçu une lettre anonyme d'injure et cocodré. Et pour le garçon, avaient reçu tous les deux en même temps leur lettre de licenciement. Donc moi, j'en avais compris à ce moment-là que le message écrit est porteur de souffrance. Ça, c'était pour la partie autour de la gestation. Mais il se trouve qu'après enquête, enfin, ils ont cherché qui c'est qui leur avait envoyé cette lettre de menace ou d'injure, je ne me souviens plus. Et c'était une tante à eux. Donc la tante, elle fait le transgénérationnel. Les parents, ils font à la fois le transgénérationnel et la période autour de la conception et la naissance de l'enfant. Donc, vous voyez, on a les 3 étages. On a le transgénérationnel, la pertine autour de la conception-naissance et on a le manifesté de vie. En fait, quand on n'hérite pas d'une maladie, on hérite d'un manifesté de vie comme une sorte de mode d'emploi qu'on n'a pas choisi et qui nous contraint. Voilà. Donc, je vérifie s'il y a eu des questions que j'ai zappées. Alors oui, alors je relis ton commentaire, Sylvie, tu es allée chercher les non-dits. Alors les non-dits, c'est terrible, hein. Et on va pouvoir retrouver par les métiers, par exemple, on va savoir qu'il y a des secrets de famille par rapport à certains métiers qui vont être bien représentés dans la famille, même par les conjoints. Et donc on va retrouver, par exemple, pour les secrets de famille, on va retrouver des secrétaires. Parce qu'en langue des oiseaux, secrétaire, ça devient taire le secret. D'accord? On va retrouver aussi dans les prénoms. Par exemple, imaginons une femme, donc on reprend l'exemple de la guerre de 14. Et cette femme, donc, elle va à l'usine pour fabriquer des obus. Et puis donc, elle prend toute une place super forte dans son couple quand son homme revient. S'installe un modèle de femme dominante, homme dominé. Et bien dans la descendance, on va retrouver des Geneviève. Geneviève, par exemple, en transgénérationnel, en langue des oiseaux, ça donne je ne vis Ève. Je ne vis pas mon féminin. Vous voyez? Donc tout compte en fait. Les prénoms, les dates de naissance, les dates de décès, les dates de conception. Donc il y a énormément en fait de fils qui s'entrecroisent, qui
qui tirent les fils et qui nous font agir comme des marionnettes. Voilà. Mais tout ça peut se régler sans problème. J'ai pas dit bonsoir à Aurel du coup. Voilà. J'ai explosé devant ma mère, j'avais la ferme conviction qu'elle savait. Oui, mais tu as des mères qui tiennent le coup, qui disent quand même pas. Même si tu cries, même si tu es super en colère, même si tu les menaces, il y a des mères qui ne disent rien. C'est le cas de la mienne, par exemple. Et maintenant, elle perd la tête, donc c'est fichu. Voilà. Donc après, moi, je fais un travail de déduction et je travaille au ressenti pour moi-même. Bon, j'ai nettoyé énormément mes deux lignées paternelles et maternelles. Ah, c'est bien qu'elle ait vu ta détresse, parce que si elle a parlé, c'est aussi une preuve d'amour, Sylvie. Voilà. Coucou Aurel. Et voilà, donc ce transgénérationnel, il faut absolument pas le traiter à la légère. Il est très riche d'informations. Les bonnes choses comme vos beaux yeux, votre joli teint, votre couleur de cheveux, vos beaux seins et tout ça, gardez-les, gardez-les, gardez-les. De toute façon, on ne peut pas les changer. Ce sont de beaux héritages transgénérationnels. Mais les emmerdements, on peut les nettoyer, on peut les libérer et s'en libérer. Et moi, je sais que j'ai fait un énorme travail sur mon arbre généalogique pendant des années et qu'aujourd'hui, je suis retombée l'autre jour, j'ai eu une inondation dans ma salle de bain et du coup, j'ai essayé j'avais des vieilles photos de famille et bon, évidemment, toutes pourries par l'inondation. Eh bien, je les ai jetées avec un grand plaisir comme étant les dernières scories de l'histoire familiale qui pourrait peser sur moi. Oui, une belle preuve d'amour, je les remercie vraiment avec mon cœur. Ben oui, oui, oui. Ben oui, c'est bien. Souvent, ce temps de la parole ouverte, c'est un temps que je trouve presque sacré et un temps c'est un joli temps de tendresse, un joli temps d'amour que je trouve. Dans beaucoup de familles, ça se passe assez bien de poser des questions. Voilà. Que vous dire d'autre? Ah oui, alors donc on peut tout à fait travailler sur les prénoms, travailler sur les noms de famille, travailler sur donc les métiers aussi qu'on va retrouver, sur les milieux sociaux, sur les mésalliances, sur les liaisons ancillaires. Alors, mésalliance, c'est quand l'homme a un statut social plus élevé que la femme, et les liaisons ancillaires, c'est quand c'est l'inverse, c'est la femme qui a un statut social plus élevé. Et je me souviens par exemple d'une dame que j'ai accompagnée pas mal de temps, et on a travaillé sur toutes ces problématiques, et elle passait pas. Alors, quand on travaille en thérapie, on parle de phase de conflit actif et on parle de phase de réparation. Et donc, elle ne passait jamais en réparation. Sur plusieurs trucs, donc elle pigeait tout, elle comprenait tout, elle avait vraiment fait les prises de conscience et tout ça, et elle basculait pas en phase de réparation, et du coup un jour, ne sachant plus que faire, j'ai laissé aller mon intuition, j'avais pas encore tout le bagage que j'ai aujourd'hui en intuition, et je lui ai dit, si tu veux, tu viens avec un annuaire de ta région d'origine, et on va, avec le pendule, on va chercher, donc on a trouvé, elle se souvenait du village d'origine. On a testé le prénom, on a testé le nom de famille. En fait, elle avait une arrière-grand-mère et un arrière-grand-père qui avaient fauté les coquins. Lui, il était d'un niveau social élevé, elle moins, donc c'était une mésalliance. La mère du jeune homme avait évidemment fait ce qu'il fallait pour que la jeune fille quitte le périmètre. Et donc, parce que ses ancêtres n'avaient pas réparé, vous savez ce qu'on réparait, c'est se marier en fait, et elle n'arrivait pas, elle, à passer en réparation. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, c'était vrai pour elle. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, je lui ai dit, tu vas venir avec un Ken et une Barbie, tu prépares des vêtements de mariée pour lui, de mariée pour elle, et on va les marier. Et j'ai fait un mariage d'un Ken et d'une Barbie. Sur le coup, pendant que je le faisais, je me disais, mais tu es cinglé, c'est pas possible de faire un truc pareil. Et en fait, ça a marché, mais un truc de dingue. Jamais j'avais fait ça, je n'ai jamais plus refait ça après. C'est vraiment une expérience particulière, mais ça a été génial. Alors, les divines, bonsoir. Ma grand-mère a levé les secrets avant de partir et m'a tout raconté, ma mère faisant blocus dès que j'en parle. Et oui, c'est les propres blocages internes de ta mère et c'est comme ça.
Après, chacun est responsable de son destin et si toi tu peux mettre de la conscience, et bien tant mieux. Alors par contre, ce que tu peux faire, tu peux faire un travail de libération transgénérationnelle incluant ta mère en travaillant sur l'ensemble de ta lignée. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais c'est chouette que ta grand-mère ait parlé, c'est super. Ça, c'est une vraie richesse en fait, un vrai cadeau. Voilà. Et ben donc voilà, après le Ken et la Barbie, hein, du coup, elle a eu donc, dans ces cas-là, du coup, quand on a du mal à passer en réparation et que d'un coup on bascule, et ben ce qui se passe, c'est qu'on tombe un peu malade, quoi. Donc elle a fait de la fièvre, elle a beaucoup pleuré, et après c'était vraiment une autre femme, quoi. Parce que du coup, tout le travail qu'on avait fait en amont, et ben à partir du moment où on a réglé ce point-là, et ben bim, tout le reste est nettoyé. Oui, t'as vu, je suis assez créatrice, hein, Aurèle, créative, Aurèle, dans mon travail thérapeutique. Des fois, j'invente des trucs. Ken et Barbie, voilà. Et bon, je me suis bien amusée quand même ce jour-là. Hein. Je ne lui ai pas montré, mais je me suis bien amusée. Et voilà, donc c'est vraiment, c'est très riche et c'est vraiment important. Enfin, pour moi, c'est important de se libérer de tout ça. Ça fait une place dingue en nous et ça nous laisse de l'espace à nous pour grandir à l'intérieur, pour être vraiment qui on est. Et ça, c'est tellement, tellement précieux. Voilà, donc il y a énormément de pistes, il y a énormément de travail. On peut faire un travail sans avoir aucune information, parce qu'il y a des techniques qui peuvent se faire sans info. Et voilà, donc tout est possible. Voilà, récupérer sa propre énergie, arrêter d'obéir à un système qui n'est pas le nôtre et que nous n'avons pas choisi, c'est primordial. Voilà. Dans l'énergie, tout marche, absolument. Dans l'énergie, tout marche, Aurèle, tu as bien raison. Et voilà, donc sur ce, je vais vous laisser passer une excellente soirée de dimanche. Demain, je reprends le travail. Hein, après juste un jour de battement depuis mon retour du stage en Vendée. Voilà, et ben écoutez, passez une excellente soirée et à bientôt parce qu'il y aura d'autres lives sur ce groupe. Au revoir.